Tout de suite, le JT. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h30, c'est l'heure d'information sur votre chaîne. Bienvenue à toutes et à tous. Le directeur général de l'ENA, École nationale d'administration, Dr Mohamed Borgo Hassan, a fait un point de presse aujourd'hui au sein de son institution, apportant les informations supplémentaires sur le lancement de 2 concours internes et externes pour l'admission au cycle normal de l'ENA. Au titre de l'année 2025-2026, ces concours sont uniquement réservés aux détenteurs d'une licence ou équivalent âgés de 40 ans ou plus et aux fonctionnaires classés au minimum de la catégorie B, deuxième classe ou équivalent âgés de 50 ans ou plus et ayant accompli au minimum 50 ans dans leur catégorie. Le voici au micro de Diana Nepitimbaye. L'ENA est confrontée à de nouveaux défis et nourrit de nouvelles ambitions au regard de l'évolution du contexte national et international en matière de la formation. C'est pourquoi, sous la haute impulsion du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, l'ENA a connu une dynamique nouvelle, matérialisée par une série de réformes. Ces réformes ont permis l'adoption de nouveaux textes encadrant les missions, l'organisation et les offres de formation de l'école. Parmi ces réformes figure la suppression du premier cycle, c'est-à-dire celui qui est ouvert aux titulaires des baccalauréats. Cette suppression répond à une exigence de qualité et à la volonté d'élever le niveau des futurs cadres. Désormais, l'ENA recentre sa mission sur la formation des cadres intermédiaires et supérieurs, en cohérence avec les besoins actuels de notre administration. Pour ce qui est des conditions de candidature, pour les candidats internes, le concours est ouvert aux fonctionnaires classés au minimum à la catégorie B, deuxième classe ou équivalent, et ayant au moins 5 années d'ancienneté dans cette catégorie. Ils doivent être âgés de 50 ans ou plus. Pour les candidatures externes, le concours est ouvert aux titulaires d'au moins d'une licence ou d'un diplôme équivalent, âgés de 40 ans ou plus. Quant au centre de concours, je vous informe qu'en plus du centre d'Ngemena, les épreuves écrites se dérouleront aussi dans les provinces suivantes, à Béché, Bongor, Faya, Mao, Mongo, Mundu et Saar. La date des épreuves est fixée pour le samedi 13 septembre 2025. Les épreuves se dérouleront en français et en arabe. Pour ce qui est des candidats étrangers, quant aux candidats étrangers, peuvent être admis au cycle normal dans des conditions prévues par les accords signés entre le gouvernement de la République du Tchad et le gouvernement ou organismes étrangers intéressés conformément au texte régissant l'ENA. Le pôle de recherche en humanité et sociale organisé un colloque international des humanitaires. Le but recherché est de trouver une solution durable dans la province du lac Tchad. Koji Majibetouana Hortense nous en dit un peu plus. Ce 4e colloque international des humanités du Prêche a vu la présence des anciens chercheurs, les étudiants ainsi que la représentante du président de l'université de Djamena. Le thème retenu cette année est la cohésion sociale dans le bassin du lac Tchad, historique et nouvelles orientations, le développement socio-économique et politique. Dans son allocution, la vice-présidente du comité d'organisation laisse entendre que le bassin du lac Tchad fait face à plusieurs défis et qu'il est nécessaire de trouver une piste de solution à ce fléau. Il nous appartient donc à nous, chercheurs, universitaires, décideurs politiques et acteurs de la société civile,
de repenser ensemble les modèles de développement dans une approche intégrée, inclusive et durable. Ce colloque se donne ainsi pour ambition d'examiner les racines historiques de la cohésion sociale dans le bassin du lac Tchad, d'analyser les facteurs actuels de rupture ou de tension, et surtout de proposer de nouvelles orientations stratégiques permettant de conjuguer, de stabiliser. Je formule le vœu que les travaux de ce colloque débouchent sur des recommandations concrètes, successives, d'éclairer avec bien des politiques publiques que des pratiques communautaires en faveur de la paix, de l'unité et du progrès partagé dans le bassin du lac Tchad. Pour la représentante du président de l'Université de N'Djamena, Fatimé Famdegue, ce colloque constitue un espace de dialogue. C'est le lieu d'attirer l'attention du gouvernement sur cette question. Loin d'être un simple rassemblement académique, ce colloque constitue un espace de dialogue intellectuel fécond, une agora scientifique où se rencontrent des disciplines variées dans un esprit de décloisonnement du savoir. Il incarne une étape importante dans notre volonté de revaloriser les humanités comme socle d'une société plus juste, plus solidaire et résolument tournée vers le développement. Depuis plus d'une décennie, les attaques perpétrées de Boko Haram ne cessent de jouer sur la pêche, les échanges et l'agriculture, souligne Dr Ndutol Ngar Medar. Cet événement scientifique organisé par Prêche et le département des sciences du langage de l'Université de N'Djamena s'inscrit dans une résolution dynamique autour de l'humanité dans un monde perpétuel en mutation. Merci Koudjimadji Betubana Hortensa pour ce reportage. Et puis après le lancement de campagne d'inspection et de prélèvement de denrées alimentaires, le ministre de l'Élevage et de la Production animale, le professeur Abderrahim Awad Ateib, a remis aujourd'hui de matériel moderne aux bouchers de la capitale. Ces matériels visent à améliorer les conditions d'abattage et de conservation de la viande. Ndekilimbay Ariel Tawo pour le reportage. Quelques heures après les campagnes d'inspection et de prélèvement des denrées alimentaires lancées ce 23 juin par le ministre de l'Élevage et de la Production animale, en collaboration avec l'OSECOGDA, Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires, cette initiative a pour but d'évaluer les conditions d'hygiène et d'effectuer des prélèvements de viande, notamment de moutons, de bœufs et de chameaux en vue d'une analyse de qualité. Le ministre de l'Élevage et de la Production animale, professeur Abderrahim Awad Ateib, a remis officiellement ces matériels modernes aux bouchers de la capitale. Cette distribution de kits de boucherie s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la productivité et à la compétitivité des chaînes de valeur, viande et lait au Tchad. L'objectif principal de l'acquisition de ces kits est d'assurer des conditions optimales pour la production de la vente de la viande sur les marchés de la ville. Ces projets bénéficient du soutien financier de la BAD, Banque africaine de développement. Ces nouveaux instruments permettront aux bouchers d'exercer leur profession dans le respect des normes d'hygiène, facilitant ainsi l'accès à des alimentations saines pour les consommateurs. Le ministre Abderrahim Awad Ateib a souligné l'importance de faire respecter les normes hygiéniques et commerciales et a exhorté les bénéficiaires à une gestion rationnelle de ces matériels de travail. La téléphonie mobile Airtel Tchad annonce aujourd'hui dans son local son parcours qui a atteint 8 millions d'abonnés. Cet événement marque non seulement une étape significative pour l'entreprise, mais aussi un témoignage de sa croissance et son influence sur le marché des télécommunications au Tchad. Le reportage de l'ENAIBI, Grève Félicité. Le géant de la téléphonie mobile Airtel Tchad a célébré ses 8 millions d'abonnés par un événement grandiose ce 24 juin 2025. Des clients, des partenaires commerciaux et des personnalités d'Airtel se réjouissent de cette prouesse et sans constance dans la couverture des réseaux de téléphonie mobile au Tchad. Aujourd'hui, je tiens à reconnaître et à saluer votre dévouement, vos efforts constants et votre engagement exceptionnel aux côtés de Airtel Tchad. Ce que, soit
à travers les défis que nous avons relevés ensemble, ou les succès que nous avons partagés, votre contribution a été essentielle pour bâtir notre réussite collective durant les quelques mois pour changer le 7 par le mythique chiffre de 8. À vous, nos partenaires, merci pour votre confiance et votre collaboration précieuse. Vous jouez un rôle clé dans la réalisation de notre vision et dans l'accomplissement de nos ambitions. Grâce à vous, nous continuons à innover, à grandir et à offrir le meilleur à nos clients et à nos communautés. Les dirigeants de l'entreprise ont souligné la fidélité et la performance de leur équipe pour faciliter la connectivité dans le développement socio-économique du Tchad. L'ambition de RTL Tchad ne s'arrête pas à ce niveau. En annonçant les 8 millions par le DG ce matin, cela veut dire que nous avons franchi une étape majeure. En l'espace de 6 mois, nous avons aujourd'hui fait 1 million de plus sur la base de nos abonnés. Vraiment, c'est une fierté pour nous en tant que staff d'RTL, qui sont purement des Tchadiens. À la base, quand vous partez sur le terrain, c'est des Tchadiens et qui font un travail monumental. Vraiment, je dis merci à nos abonnés aussi. Cela prouve que RTL investit. Cela veut dire que le village se connecte tous les jours. Cela veut dire que la famille se connecte tous les jours. Et c'est un travail qu'on ne va pas s'arrêter ici. On promet continuer à connecter toutes les familles du Tchad. La tête de 8 millions d'abonnés positionne RTL Tchad comme un leader sur le marché des télécommunications, ont relevé les responsables de ce réseau de téléphonie, ce qui, selon eux, stimule la concurrence et incite d'autres opérateurs à améliorer leurs services. Au-delà de ces performances, il faut souligner aussi un point qui est d'une importance capitale pour nous en tant que société de téléphonie mobile, qui est aussi la démocratisation de l'accès aux services de téléphonie mobile à travers les pays, pour tous les Tchadiens. À travers nos revendeurs, à travers nos ambassadeurs, nous ne vendons pas seulement des forfaits, nous vendons aussi des possibilités à la population tchadienne de rester connectée, de se soutenir et de grandir ensemble. Dans l'optique de grandir, nos abonnés nous font confiance et ils ont fait d'RTL les géants de la téléphonie mobile au Tchad. Cette célébration des 8 millions d'abonnés d'RTL Tchad est une étape marquante qui souligne l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et l'amélioration du service client. Il témoigne l'évolution du secteur des télécommunications au Tchad, avec un potentiel de croissance continue dans les années à venir. RTL Tchad semble bien se positionner pour continuer à jouer un rôle clé dans la transformation numérique du pays. Merci pour ce public reportage. Le coordonnateur de l'entreprise Orne Global et le bureau de soutien global MPS, Joseph Asgle, ont lancé officiellement l'installation de forages dans les différents ronds-points de la cité capitale. C'était ce matin à la place de la Nation. C'est ici même à N'Djamena. Le reportage de Mbaïnadji Nicolas. Au total, plus de 25 forages seront installés dans les différents ronds-points de la capitale. Selon les organisateurs, ce geste vise à accompagner le programme politique du chef de l'État en matière d'eau potable sur les lieux publics. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental pour chacun et aussi à l'ensemble des Tchadiens. Face à cette réalité que le coordonnateur de l'entreprise Orne Global et le bureau de soutien global, Joseph Asgle, a décidé d'accompagner le chef de l'État dans son projet d'eau potable en ouvrant les forages dans les endroits publics. L'engagement de l'entreprise Orne Global ne se limite pas à l'acte d'offrir, mais aussi à bâtir une culture de partage et de gestion communautaire. Selon la représentante du maire de la ville de N'Djamena, par ailleurs chef de service espace vert, Fatima Rose souligne que cette initiative marque une étape significative dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour les populations, en particulier dans les zones où l'approvisionnement est encore insuffisant ou irrégulier. Ici à N'Djamena, il y a des coupures partout impensables. Donc, si on a ces forages, j'espère que ça va aider nos jardins, ça va aider la population pour que chacun
Le soir, vous allez voir plein de personnes ici. Donc chaque Tchadien, peut-être qu'il passe à Tachamoussoro, à Djiguel, à Dembéou, il va avoir au moins un peu d'eau pour boire. Et là, c'est vraiment une joie pour nous. Et c'est une fierté aussi pour les autorités parce qu'après avoir installé le 25 forages, il y aura une cérémonie pour remercier l'entreprise en question. Donc vraiment, on peut dire grand merci à M. Joseph pour tout l'effort qu'il a fourni et tout ce qu'il veut. Parce que l'eau, c'est la vie. Sur l'offre de 25 forages, 15 seront implantés à la place de la nation. Les 10 autres dans les différents ronds-points de la capitale. L'implantation de ce forage représente non seulement un engagement en faveur du bien-être collectif, mais également un exemple concret de partenariat entre les secteurs publics et privés pour répondre à des besoins essentiels. Car ne dit-on pas, l'eau est la source de vie. Bainaji Nicolas dénonce un phénomène social qui gangrène notre société, puisqu'au Tchad, il y a une réalité sociale qui paralyse dangereusement le bon fonctionnement des institutions tant publiques que privées. L'accès aux métiers, surtout ceux dits stables ou valorisés socialement, ne respecte pas du tout le mérite ou le professionnalisme, mais plutôt sur des relations soit familiales ou amicales. Rome, l'Elm Sengargar Matine dénonce ce phénomène. Au Tchad, les carrières ne se construisent toujours pas au mérite, mais par le jeu subtil des relations, des liens communautaires ou des réseaux familiaux. À quoi assistons-nous donc? À un népotisme ordinaire ou à un repli identitaire masqué? Pourtant, c'est bien cette logique-là qui abîme notre société, ronge nos institutions et détruit la confiance des jeunes en l'avenir. Dans l'administration, dans les grandes entreprises, les ONG ou même certains corps des métiers techniques, hôpitaux, jusqu'aux petits métiers artisanaux, les mêmes logiques se répètent. Chacun aide les siens. Cette pratique est devenue presque acceptable, au point de faire passer pour naïf celui qui croit encore que le mérite peut ouvrir les portes. Pourtant, c'est bien cette logique-là qui abîme notre gouvernance. Il n'est pas rare d'entendre quotidiennement que tel est là parce qu'il est le fils de tel ou elle a été recommandée par un tel. Certains justifient cette commodité par la nécessité de protéger les leurs dans un environnement incertain. D'autres y voient en une forme de solidarité familiale ou communautaire. Mais à y scruter de trop près, ces réflexes de repli n'est-il pas aussi infermement dangereux pour le vivre ensemble? Car à force de favoriser les membres de son ethnie, de sa région ou de sa religion, on finit par exclure les autres. Et ce qui n'est qu'un réflexe de servir devient un système d'injustice. Ce favoritisme structurel n'est pas sans conséquence. Il sape les bases même de la méritocratie. Il encourage la médiocrité, il aggrave les fractures sociales et surtout, il fabrique du ressenti, de l'amertume, du désespoir. Que dire à ces jeunes diplômés brillants qui voient tous les postes accaparés par ceux qui ont des bras longs? Que penser de ces communautés entières marginalisées simplement parce qu'elles n'ont pas les bonnes connexions? Non, le Tchad ne pourra pas se construire durablement sur l'exclusion déguisée en solidarité. Le mérite ne doit pas être un luxe réservé à quelques-uns. Il doit redevenir la règle. Il est temps que l'État montre l'exemple, que les institutions recrutent de manière transparente, que les citoyens eux-mêmes refusent ce système de cooptation silencieuse. Faire reculer le népotisme et le repli identitaire n'est pas une utopie, c'est une urgence. Car il ne s'agit pas seulement de justice sociale, il s'agit ici de l'avenir de notre cohésion nationale. Rompre avec cette dynamique nécessite un profond changement de mentalité et une réforme des pratiques. Cela passe par des concours transparents pour le recrutement dans la fonction publique et les grandes entreprises. Le Tchad est riche et donc cette richesse doit servir d'un facteur d'inclusion et un atout pour le vivre ensemble. En dehors de nos frontières, à présent, mesdames et messieurs, une délégation malienne est à Moscou, en Russie, pour des échanges avec le chef de l'État russe, Vladimir Poutine. Cette rencontre s'est notamment achevée par la ceinture de documents de coopération entre Moscou et Bamako. Haïki Lydia pour le récit.
Le président russe Vladimir Poutine serre la main du président du Mali Assimi Goïta lors d'une cérémonie de signature au palais du Grand Kremlin à Moscou en Russie le 23 juin 2025. Cette rencontre a aussi donné lieu à une officialisation de la coopération de défense quelques jours après le départ de Wayar, remplacé par l'Africa Corps. Cette rencontre a donné lieu, et c'est rare, à une communication bien plus importante qu'habituellement en Russie. Ce qui a été mis en avant à chaque fois, c'est bien sûr la rencontre au sommet entre les présidents au Kremlin, mais juste après, la coopération militaire bilatérale a trouvé une large place. La première chaîne de Russes, Pierre-Vu Canal, a notamment mentionné le rôle des avions et les hélicoptères russes au Mali. De son côté, à son arrivée sur le sol russe, le général Assimi Goïta déclarait « Je suis convaincu que cette visite sera l'occasion de renforcer nos relations. » Dans ce même ordre, la défense, les transports et l'économie, comme secteur promoteur de la coopération. Avec l'arrivée des Africa Corps qui suggère à Wayar, l'heure est en effet à une officialisation des liens militaires. Le ministre russe de la Défense a donc rencontré en parallèle son homologue malien. Dans un extrait publié sur la chaîne Telegram du ministère de la Défense, on a pu voir Andrei Beloussou en uniforme en face de son homologue malien déclare « La priorité de notre partenariat est d'obtenir des résultats concrets en matière de renforcement de la sécurité et de la souveraineté. Cette approche-là est la clé de tout succès et de toute victoire. Merci pour votre hospitalité alors que la situation géopolitique est marquée par diverses formes d'agression de la part des pays occidentaux. Toutes vos actions dans la lutte contre le colonialisme ainsi que votre combat entre le nazisme inspirent notre pays en particulier dans le contexte actuel de l'opération militaire spéciale, lui a répondu le général Sadio Kamara. Page noire de cette édition. Avant de nous séparer, décédé le 17 juin dernier, les obsèques de Ganda Mayumbila se sont déroulées aujourd'hui sur le domicile familial Sizamour Sal. C'est dans le 6e arrondissement de la capitale. Parents, amis, collègues, connaissances et quelques membres du gouvernement ont rendu un dernier hommage aux défunts. Roseline Ndjakourba. Tous ceux qui ont fait le déplacement du domicile du défunt étaient inconsolables. La douleur s'élisait sur le visage. Ganda Mayumbila a laissé un vide difficile à combler au sein de sa famille biologique en général et en particulier de ses proches collaborateurs. Il faut rappeler que le défunt naquit le 1er juin 1944 à Bogodi, dans le lac Iro, province du Mouenchari. Ganda Mayumbila est un grand commis de l'État qui a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration publique. Il est président de la Fédération pour la paix universelle au Tchad, le dernier poste qu'il a occupé avant sa mort. Très touché par ce départ inattendu, Dr Haroun Kabadi, président du Sénat, a laissé entendre que Feu Ganda Mayumbila a vécu dans l'insécurité sanitaire depuis 2018. Et le 17 juin dernier, la maladie a eu raison de lui. Malgré les multiples efforts des membres de la famille, notre grand frère a continué à vivre dans l'insécurité sanitaire depuis 2018. Dans ta vie sur Terre, tu as beaucoup voyagé, mais à chaque retour, toute la famille était très contente de te retrouver sain et sauf. Aujourd'hui, avec ton rappel à Dieu, tu effectues un voyage sans retour qui nous laisse orphelins et plonger toute la famille dans le désarroi, le chagrin, la tristesse et une douleur immense. L'ancien Premier ministre Emmanuel Nadingar, très affecté, apporte un témoignage concernant les actions du défunt, très riche dans l'amour intergénérationnel. Nous tenir aujourd'hui sur le corps d'un ambassadeur pour la paix, qui est membre de la fédération
internationale pour la paix universelle. Ce que nous voulons porter à travers la fédération à la société, c'est cet amour-là, cette tolérance, cet amour intergénérationnel entre les jeunes, les vieux, entre les hommes, les femmes, entre les citoyens. Et l'objectif de la fédération, c'est l'humanité, la fraternité de l'humanité. Notre frère ambassadeur de la paix qui est couché aujourd'hui, dont les valeurs sont évoquées et nombreuses. Un homme qui sait être tolérant. Le secrétaire général du ministère de l'aménagement du territoire, représentant le ministre de tutelle, a retracé le parcours et le jeu de Ganda Mayumbila qui a tout donné à l'administration tchadienne. Le clou des obsèques a été marqué par les hommages rendus par Monseigneur Edmond Ditangar Godbe, l'archevêque métropolitain d'Injamina. C'était à la paroisse Sacré-Cœur avant que ce dernier ne soit conduit à sa dernière demeure au cimetière de Toukra. Que l'âme du défunt repose en paix. Le groupe Electron adresse par ma voix toutes ses condoléances à la famille du défunt. C'est avec cette page noire que nous bouclons cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve tout à l'heure à 21h15 pour le débat d'ITV. À tout à l'heure.